Et salut les amis, c'est reparti pour une petite vidéo. On n'en parle pas assez de la France de Macron, hein. Tu peux même plus te faire plaisir quand tu sors. Vous savez ce qu'ils m'ont dit là sur Paris? Un cocktail 16 €. Là où je me rends compte que c'est vraiment dur pour tout le monde, parce que à quel moment t'en viens à proposer ça, quoi? Il est donc temps que je vous partage mes 2 astuces ultimes pour boire et manger pas cher. On les connaît tous, mais on les oublie beaucoup trop souvent et personne les utilise. Premier, les restos des apprentis, j'en ai déjà parlé. Tu manges dans des restos type gastro pour 10 €, entrée, plat, dessert. Quand tu tapes juste restaurant d'apprentis autour de chez toi, tu vas en trouver plein. Ensuite, pour boire un verre, parce qu'il faut bien se désaltérer après un bon repas, Mister Good Beer, vous connaissez tous, mais je vous jure que vous oubliez tous. Faut que ce soit un réflexe, je vous jure qu'il y a de trop bons prix. Regardez ça, 2,90 € la pinte avec plateau de fromage offert ou frites offertes. Si vous n'êtes pas trop bière, c'est pas grave. Vous utilisez les filtres là, comme moi, je préfère les cocktails. Voilà, ça c'est des vrais prix pour les cocktails, ok? 5 €, pas 16 €. Petit tip si vous voulez les meilleurs prix, regardez ceux qui sont en rouge, parce que ce sont les bars vérifiés par Mister Good Beer. Deux, trois petites astuces parce que c'est vrai que de nos jours tout devient cher. En vrai, je me demande dans vos régions combien c'est le prix du cocktail. Les armes climatiques, bon déjà ça existe, hein. Il faut mettre les points sur les i, en fait ça existe même depuis plus de 80 ans, probablement depuis plus de 100 ans parce que des prototypes auraient été testés pendant la Première Guerre mondiale, et oui déjà, le but étant simplement d'avoir des armes à brouillard pour cacher les navires, mais après rapidement les gens se sont dit qu'on pourrait peut-être faire pleuvoir des nuages. Avec du l'iodure d'argent ça fonctionne, et ça c'est depuis au moins 80 ans qu'on sait le faire, qu'on le fait régulièrement, ça a été fait pendant la guerre froide. Les États-Unis ont déclassifié l'opération Popeye pendant la guerre du Vietnam par laquelle ils revendiquent d'avoir manipulé le climat, de plein de façons d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas seulement faire pleuvoir les nuages, il y a aussi les agents défoliants comme l'agent orange. Quand vous avez une forêt entière qui perd son feuillage, ça a un impact sur le climat aussi. Enfin, c'est tellement réel que les Nations Unies ont un mémorandum et une convention là-dessus, qui date des années 70 et qui a été signé par plus de 50 pays. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut le faire à distance avec des ondes radar? Et la réponse est 100% oui. Alors, je ne connais pas l'état de l'art secret, évidemment, parce qu'il y a ça comme question. Vous avez des journalistes ou des négationnistes qui se font appeler fact-checkers et qui vous disent non, non, c'est impossible. Ils n'en savent rien. Ce que l'on sait, c'est que c'est possible, et dans l'état actuel de l'art, vous pouvez faire une sorte de tarif, c'est-à-dire vous augmentez la probabilité qu'un nuage pleuve. Et si vous avez plusieurs stations qui font ça, sur tout un espace, surtout si le pays est déjà sensible, typiquement comme l'Iran qui est sur le chemin de l'océan Indien, et dans ce cas-là, vous pouvez réduire la quantité de précipitations. C'est ce dont l'Iran accuse aujourd'hui les États-Unis d'Amérique et la Turquie. Il est clair que depuis qu'ils ont frappé toutes ces stations radars dans la région, on n'a jamais vu autant d'événements hydriques en dehors de la moyenne. Vous avez des barrages qui sont pleins, des lacs de retenue qui sont pleins, vous avez des inondations, vous avez des zones qui sont complètement verdoyantes, et ça c'est à plusieurs écarts types de la moyenne. Ça semble quand même assez clair. De toute façon, j'ai envie de dire, de nos jours, ça a été quasiment prouvé qu'ils peuvent faire des armes météorologiques. Et en vrai, pour avoir des conventions, tout ça, c'est que quand même, il y a eu des avancements. On fait pas une convention comme ça. Et franchement, si ça marche, ça me surprendrait pas qu'ils y utilisent comme arme sur d'autres pays. En vrai, franchement, c'est possible, je pense. Vous ne pouvez plus croire ce que vous voyez sur internet. Et aujourd'hui, la vraie question c'est qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux en fait? Parce que entre les deepfakes, les fausses images, toutes les vidéos générées par IA et les clones de voix, tout devient de plus en plus difficile à détecter. Et ça, il y a des entreprises qui le comprennent. En même temps, elles ont pas le choix. Parce qu'on peut avoir des yeux habitués ou des antennes d'humains hyper développées, les outils font des trucs de plus en plus réalistes. J'attends que ça passe. Et c'est justement pour ça que Google a lancé SynthID il y a maintenant quelques mois, qui est un marquage invisible dans les images, les vidéos et même les sons aujourd'hui générés par des IA de Google. Ça veut dire concrètement que si vous tombez sur une image générée par Nano Banana, eh bien en demandant à Gemini est-ce que cette image c'est de l'IA, il répondra oui frérot c'est de l'IA. Sauf que ce système-là, il est super cool, mais il n'est que sur ces outils-là. Et croyez-moi, les gens ils utilisent pas que ça. Et là on a eu une énorme annonce pendant le Google I.O. événement où j'étais. J'ai volé ces fausses bananes. Je l'ai pas dit à Google, désolé Google. Et OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Eleven Labs, l'un des leaders mondiaux sur la génération de voix, vont intégrer SynthID dans leur système. Je suis contente, je suis très... Les signalements du peuple ont été entendus. Bravo à nous. Alors oui, je sais que certains vont dire « Ouais, mais ça sera pas sur tous les outils, on peut encore contourner ça. Les gens trouveront bien des moyens de faire autrement. » Et oui, vous avez raison. Je vais pas vous contredire sur ça, je suis au courant. Mais la vérité, c'est que ce qu'on voit là, c'est le début d'une forme de mise en place. Là, une partie des images, vidéos ou même audio faits pour piéger sur internet, vont commencer à être identifiées plus facilement. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, ça va devenir une norme et que même les plateformes vont commencer à intégrer des outils comme ça. Au lieu de demander la bonne foi des utilisateurs en cochant simplement « Oui, c'est généré par IA ». Allez dire ça à des arnaqueurs. Et le plus fou, c'est la position de Google là-dedans. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'ils vont gagner la guerre de l'IA. C'est en étant partout, sans même que vous utilisiez Gemini, en fournissant la puce, les outils, et en créant les standards. Donc ouais, les gars, dans cette foutue lutte, on avance. Bravo à nous. Parce que... Après, c'est pas une mauvaise chose en vrai de se placer dans ça, parce que c'est vrai de mettre des sécurités et de montrer que c'est de l'IA, c'est pas plus mal.
Parce que quand c'est fait pour piéger, c'est vraiment pas le top. Mais là, avec des réglementations, ça pourrait devenir un peu différent. Alors ça, c'est le pire cauchemar de tous ceux qui ont un site internet. Google vient d'annoncer la fin de la recherche telle qu'on l'a toujours connue. Elle va être remplacée par une IA qui répondra directement à notre requête, avec même des agents qui peuvent agir à notre place. À terme, on n'aura peut-être plus jamais besoin de cliquer sur un lien pour lire un article nous-mêmes. Alors d'un côté, ça peut nous faire gagner énormément de temps, mais de l'autre, ça soulève une vraie question. Est-ce qu'on va encore chercher par nous-mêmes ou est-ce qu'on va juste accepter la réponse qu'on nous donne? Et c'est sans parler de toutes les personnes qui vivent des vues sur leur site, qui vont devoir changer de stratégie. Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas encore en France, mais elle risque d'arriver. Le monde change très vite, abonnez-vous parce que j'en parle tous les jours. Après, ça, franchement, je trouve pas ça forcément le top parce que c'est mieux de pouvoir rechercher sur les articles, etc. De voir par exemple, sur Reddit, tout ça, parce qu'en fait, ça peut permettre d'avoir des plus ou moins bonnes preuves. Parce que après, du coup, enfin, je suis pas sûr que c'est top. Je suis tombée sur un post sur Instagram, je l'ai repartagé. Le titre c'est Tes enfants ne te doivent rien. En gros, le post a dit Tes enfants ne te doivent rien. Déjà, rien que cette phrase, je suis grave d'accord. Oh, j'ai vu des commentaires de gens. Par exemple, la phrase Si vous dites après tout ce que j'ai fait pour toi, l'enfant ne vous est pas redevable. Ton enfant n'a rien demandé, il n'a pas choisi de net, il n'a pas signé de contrat, il n'a pas contracté cette dette envers toi. Le nourrir, le loger, l'éduquer, ce n'est pas un cadeau, c'est ton job, c'est le minimum légal et moral quand tu décides de faire un enfant. Tu peux pas brandir tes sacrifices comme une monnaie d'échange. J'ai tout donné pour toi, c'est ton choix, pas le sien. Un enfant ne te doit pas de la reconnaissance éternelle, de t'aimer inconditionnellement. Alors ça, c'est une phrase. Sachez que quand vous avez des enfants, les parents aiment plus leurs enfants que les enfants n'aiment leurs parents. C'est normal. Mais c'est normal de respecter ses parents. Le respect se gagne, pas par la biologie, ni par le statut, mais par la manière dont tu traites ton enfant. Si ton enfant adulte ne veut plus te voir, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une conséquence. J'ai vu des commentaires, vraiment, il y a des gens, je vous jure, c'est un enfer la façon dont ils réfléchissent. Mais vraiment, les gens, ils ont zéro compréhension de ce qui est dit. Moi, c'est ça qui me fait peur. Il y a des gens, tu leur parles, et ils ont une capacité de compréhension qui est nulle, voire négative. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez parce que c'est vrai que je trouve que l'enfant, en fait, il a pas demandé à naître, il a pas demandé à devoir manger tout ça, il a rien demandé à tout ça. Donc c'est vrai que d'un côté, tout le temps lui reprocher le fait que le parent n'a pas pu faire certaines choses, qu'il a dû payer, etc. Après, j'ai envie de dire, le parent, il aurait dû s'y attendre aussi. Enfin, je sais pas, ça a des conséquences de faire un enfant. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez. Le 25 juin, c'est une fête internationale chez les PEDO, le Alice Day. Alice au pays des merveilles. Ça va se symboliser par deux choses. Une bougie rose, tant qu'à faire, puisque c'est pour symboliser l'attirance qu'ils ont pour les petites filles. Et sur les réseaux sociaux, ça sera un cœur rose à l'intérieur d'un cœur rose. Faut bien qu'il se trouve entre PEDO. Comme ça, la fête est plus folle. Et surtout, en ce jour si particulier pour eux, ils vont pouvoir s'échanger des photos et des vidéos de vos enfants. Et ils vont taguer sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos à récupérer. Non, mais il est temps que tout ça se sache, parce que quand je vois ce qui s'est pas passé dans l'affaire Epstein, je pense que la France entière doit être au courant. Mais ah oui, ils sont en roue libre, ils sont en moonwalk. Il y a une autre date. Le 21 juin, pendant que vous fêtez la fête de la musique, eux, ils fêtent le Boy Lover Day. Donc là, ça va se symboliser par une bougie bleue aux fenêtres et une spirale triangulaire bleue pour symboliser l'homme adulte avec le petit garçon. Vous avez compris la métaphore, hein, ou pas? Le 22 décembre, c'est la fête internationale du Chill Lover Day. C'est-à-dire que là, c'est ceux, les hommes adultes, qui aiment les petites filles et les petits garçons. Là, ça va être une bougie blanche et ça va être un papillon pour symboliser les deux catégories. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant que vous sachiez. Si vous pouviez partager cette vidéo, vous abonner à mon compte, me donner de la force, parce que je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Bye. C'est une folie quand même qu'ils en arrivent à faire des fêtes comme ça entre eux et qu'ils font des petits symboles comme ça pour se repérer en vrai. Et bon là, vous pourrez les voir de loin comme ça. Je vais vous apprendre un secret. Ne scrollez pas et écoutez attentivement. On va parler des graines. Les graines qu'on plante et de la mémoire des plantes. Si vous voulez savoir ce qu'est la mémoire des plantes, j'avais posté une vidéo à ce sujet. Vous comprendrez mieux où je vais en venir. Donc vous allez prendre une graine, principalement une graine qu'on va pouvoir planter mais qui nous fait de la nourriture. Pas simplement une graine de plante, une plante comestible. Avant de planter cette graine, parce que les graines ont une mémoire. En fait, les graines enregistrent notre ADN. En quelque sorte, c'est un peu comme si elles le scannent. Les plantes se souviennent et se rappellent. Donc vous allez prendre cette graine, la mettre dans votre bouche pour qu'il y ait votre salive dessus. Écoutez bien. Ensuite, vous allez la planter. Par exemple, c'est une graine
qui est censé faire pousser un citronnier par exemple, eh bien quand vous mangerez le fruit de ce citron, étant donné que la graine a enregistré votre ADN, elle a aussi enregistré ce qui vous manquait. C'est un exemple. Admettons, vous faites une carence. La graine, elle, en scannant votre ADN, elle arrive à rajouter ce qui vous manquait. J'ai donné le citron comme exemple, mais prenez une graine qui vous fournit un fruit ou un légume rapidement. Par exemple de la menthe, pour vous faire des tisanes. La menthe, ça pousse rapidement. Parce que les graines ont une mémoire. Les plantes ont une mémoire. La police avait même étudié ça. J'en vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai postée il y a très longtemps. C'est complètement dingue. Mais qui pouvait savoir ça? C'est vrai que là, pour les connaisseurs, ça m'intrigue un peu. Est-ce qu'il y a vraiment une mémoire pour les graines? Est-ce qu'ils arrivent à ressentir ça ou pas? Parce que c'est assez intriguant quand même. Écoutez ce que ce journaliste indépendant a écrit, les amis, c'est très intéressant. Voici le nouvel ordre mondial. Habituez-vous à cette image. Je ne cesse de dire aux gens que les Américains et les Israéliens ont transformé l'Iran en une nouvelle superpuissance mondiale en seulement 5 semaines de guerre. Je suis d'ailleurs satisfait de voir que le journal The New York Times est arrivé à la même conclusion. Lorsque les sanctions seront levées et que l'Iran contrôlera le détroit d'Ormuz, avec près de 100 milliards de dollars entrant chaque année dans ses caisses grâce aux droits de passage, imaginez à quel point le pays pourra devenir prospère et développé. Il s'agit d'une nation qui a subi des sanctions extrêmement dures pendant 47 ans, mais qui a néanmoins réussi à mettre à genoux la superpuissance mondiale ainsi que le régime sioniste grâce à une technologie militaire remarquable développée sur son propre territoire. Oubliez les Émirats arabes unis, Bahreïn et Koweït, ce sont des nations dont la population est majoritairement composée d'étrangers. Après cette guerre, elles seront finies. En particulier, les Émirats seront anéantis. Ils sont entrés dans la guerre et ont commencé à frapper les cibles iraniennes hier. Très vite, Dubaï et Abu Dhabi seront réduites en cendres. Les Émirats arabes unis sont un agent et un serviteur d'Israël dans le Golfe. Ils ont coordonné avec Israël des attaques contre l'Iran. Ils pensent que les Américains seront toujours là pour les protéger. Faux. Lorsque les Américains seront forcés de quitter la région, ils se retrouveront exposés et devront alors subir toute la colère de l'Iran. Après, c'est vrai que d'un côté, quand on y réfléchit, quand on subit plein de sanctions pendant des années, des années, des années, et que, en vrai, c'est dur, quand on les enlève, ça devient une facilité, hein. Et je sais pas s'ils ont pensé à ça, mais ça serait logique que bah, ça les rende juste plus forts, en fait. Ça y est, ils veulent remplacer les data centers par des cerveaux humains, et si tu penses que c'est de la science-fiction, la réalité est encore pire que ça. Car oui, la société Cortical Labs a créé le Dish Brain. 800 000 neurones humains connectés à une interface pour jouer au jeu vidéo Doom. Bienvenue dans l'ère du biocomputing et surtout, bienvenue dans la matrice. Ils n'apprennent pas juste, ils vivent l'expérience. Ils ont appris à shooter des démons en quelques jours, pas de code, juste de l'instinct de survie cellulaire. Sauf que l'idée n'est pas de cloner Sardoche, mais bien de créer un ordinateur biologique qui consomme une fraction de l'énergie de nos serveurs actuels et qui peut faire tourner des modèles d'IA. Parce que oui, le cerveau humain consomme 20 watts. Votre carte graphique, elle, pour faire tourner une IA, c'est 400 watts minimum. Sauf que ça pose tout de même quelques questions, non? À quel moment ce morceau de cerveau commence à se demander pourquoi il est enfermé dans une boîte? À quel moment on estime qu'il est vivant et doté d'une conscience? Et puis qu'est-ce qui empêche des fous de prendre des vrais humains et de les brancher à des machines pour expérimenter? Moi, ce que je vois surtout, c'est une nouvelle branche d'activité pour le trafic d'êtres humains. Et puis qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas nous-mêmes un gigantesque amas de neurones coincés dans une simulation de la réalité? Sauf qu'on ne s'en rendrait pas compte. Transformer le cerveau humain en ordinateur était jusqu'ici un délire complotiste, mais au rythme où ça va, et si nos neurones finissent par coûter moins cher que de la RAM, j'ai peur du monde qu'on va se construire. Moi, c'est Yaswer, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Après, c'est vrai que ça révèle quand même des questions, parce que si on commence à pouvoir intégrer des IA dans des ordinateurs bioniques, organiques, tout ça, et qu'on commence à faire fonctionner des neurones comme ça, où ça va aller en fait plus tard, et puis ça va prendre quelle ampleur? Le PlayStation Store propose des prix différents en fonction de votre profil personnel, c'est un scandale, mais vous vous demandez sans doute quels sont les critères. Donc concrètement, un joueur peut voir Stellar Blade à 40 € et son ami au même moment le voit à 20 €. Même jeu, même store, même pays. La différence, c'est vous. C'est à la tête du client, comme on dit. Et tout ça en secret sans aucune communication officielle. Vous ne savez même pas que le prix que vous payez n'est pas le même que celui de votre voisin. Mais le site PS Price a tout décortiqué et en fait, Sony place les utilisateurs dans des groupes différents et ajuste les réductions en fonction de votre profil. Si vous achetez beaucoup, vous paierez plus cher. Si vous ne vous connectez plus depuis un moment, on vous sort le tapis rouge avec des réductions massives. Si vous êtes accro et avez l'habitude d'acheter les jeux au prix fort dès leur sortie, bravo, vous avez la médaille du pigeon à rançonner. Si vous êtes un fidèle de Sony avec un vieux compte, on vous prend pour acquis. N'espérez aucune réduction. En gros, votre loyauté est récompensée par un prix plus élevé. Et le pire, si vous avez une PS5 Digital Edition, vous ne pouvez même pas acheter des jeux physiques, vous êtes prisonnier du PlayStation Store.
Sony fixe le prix et vous avez zéro alternative. Du coup, j'ai réfléchi à des méthodes pour échapper à ça. Commentez Pigeon en commentaire pour les recevoir et partagez cette vidéo en masse pour envoyer un message à Sony. Si nous sommes assez nombreux à nous scandaliser, ça pourra les faire plier. Moi c'est Yaswer, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. En vrai, c'est vrai que j'avais déjà entendu qu'ils comptaient faire ça, mais je pensais pas qu'ils les avaient déjà mis en place. Après, je me demande s'il y a que PlayStation qui font ça ou s'il y a aussi d'autres consoles et même sur les PC. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.